Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 46 physique. On commence. Voilà, donc on va voir un exercice en deux parties. Donc une première partie, un échelon de tension montant. On va voir un établissement du courant. Puis en deuxième partie, un échelon de tension descendant. C'est-à-dire, on va s'intéresser à la rupture du courant. On commence. Le montage électrique suivant se compose d'un générateur de tension de force électromotrice E égale à 10 volts. Voilà le générateur. Deux conducteurs ohmiques de résistance successive R1, R2, tels que R1 égale à R2 égale à 100 ohms. Voilà la résistance R1, puis la seconde, R2. Une bobine de résistance R et d'inductance L. Voilà notre bobine. Une diode électroluminescente, DEL ou bien LED, si on fait la lecture en anglais, ayant une tension seuil négligeable. Donc voilà notre diode. La tension entre ces bornes, c'est ce qu'on appelle la tension seuil, si vous vous rappelez le tronc commun. Elle est négligeable par rapport aux autres tensions que nous avons dans le circuit. Alors, à l'instant t égale à 0, on ferme l'interrupteur K. Vous voyez, l'interrupteur est ouvert, on va fermer l'interrupteur K. Dans ce cas, on va obtenir le graphique ci-contre. C'est ça le graphique, c'est-à-dire l'évolution de la tension UR1. La tension, vous voyez ici, nous avons les branchements à un oscilloscope ou bien un logiciel avec un logiciel, un instrument informatique convenable. Donc, on est en train de visualiser la tension UR1 au cours du temps. Et voilà la courbe de l'évolution. Alors, première question, quelle est l'intensité du courant qui passe dans la résistance R2? C'est-à-dire celle-ci. Voilà, justifiez votre réponse. Alors, voilà, vous avez le générateur. D'accord? Donc, ça, c'est la bande positive d'après l'orientation. Donc, le courant, ici, nous avons un nœud. Normalement, il y aura une partie du courant qui va, voilà, continuer sur l'horizontale ici, puis une partie du courant. Mais vous voyez, nous avons ici une diode. Si vous vous rappelez, la diode est un dipôle qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens, qu'on appelle le sens passant. Alors ici, d'après cette position, ici, ça c'est le blocage ici. Donc la diode, il bloque, le courant il ne peut pas passer dans ce sens à cause de la diode. C'est la diode qui bloque le courant. Donc le courant en sa totalité, elle passe dans ce sens. Elle va rester seulement dans ce circuit. D'accord? Alors dans cette partie, le courant il sera nul. Il n'y aura aucun courant qui passe, qui va traverser. Ben, il va circuler dans la résistance R2 à cause de la diode. C'est ce que je vais écrire ici. Voilà, aucun courant ne passe dans la résistance R2 car il est bloqué par la diode DEL. Alors, il y en a qui vont penser que le courant ici, donc il peut passer dans l'autre sens. Donc, on vient de l'expliquer, si vous vous rappelez, le courant ne passe pas des potentiels inférieurs vers les potentiels supérieurs. Toujours, il passe des potentiels les plus grands. C'est pas vers le haut, bien vers le bas. Supérieur, ça c'est le potentiel positif, c'est supérieur. Et ça, c'est lié au potentiel négatif, c'est-à-dire au potentiel inférieur. Donc le courant, il va passer uniquement dans ce circuit. C'est l'établissement du courant. Alors, question 2. Calculer l'intensité du courant IP qui passe dans la résistance R1, ici, en régime permanent. Donc voilà, donc ici, tout d'abord, nous avons la tension UR, et on sait que la tension UR est proportionnelle au courant. Donc si on s'intéresse à la courbe de UR, on peut s'intéresser au courant. Alors voilà, ici nous avons le régime permanent. Donc on sait la valeur maximale ou bien la valeur de UR en régime permanent. On va compter 2, 4, 6, 8 et 10. Donc on sait la valeur de UR1 en régime permanent, c'est 10 volts. Alors on va l'exploiter. Voilà, donc sachant que UR1 égale à R1 fois I, alors dans la suite, en régime permanent, UR1, il sera égal à R1 fois IP. Si on arrive ici, UR, elle atteint le régime permanent, c'est-à-dire le courant aussi, elle est arrivée au régime permanent. On va tirer l'expression de IP, c'est UR1P, et de la courbe, on a trouvé que UR égale à 10, la résistance R1 égale à 100, ce qui va nous donner IP égale à 0,1 ampères. Ça, c'est l'intensité du courant en régime permanent. Question suivante. Question 1.3. Calculer la valeur de R, c'est-à-dire la résistance de la bobine. Donc, on va utiliser
la loi d'additivité des tensions, UL plus ER1 égale à E. Voilà, ce sont les tensions du circuit de l'établissement du courant. On va remplacer chaque tension par son expression. UL, c'est RI plus L fois la dérivée du courant. UR1 plus UR1. Alors, on va utiliser cette égalité en régime permanent. Alors, on va utiliser cette égalité. Elle est toujours valable de l'instant t égale à 0 jusqu'à l'infini. C'est toujours valable. UL plus UR1 égale à E. Donc, on va nous l'utiliser à l'infini, c'est-à-dire en régime permanent. Ce qui va nous donner que I égale à IP en régime permanent, donc le courant sera constant. Et la dérivée d'une constante égale à 0. Alors, l'équation devient beaucoup plus simple. On aura R fois IP. IP, c'est constant, donc la dérivée, c'est égal à 0. Plus UR, au régime permanent, égale à E. Et on va tirer l'expression de R. Ce qui va nous donner que R égale à E moins URP1. UR1P sur UP. Et on fait l'application numérique. Alors, d'après les données, la force électromotrice égale à 10. De la courbe, UR en régime permanent, c'est 10. IP, c'est 0,1. Et voilà, 10 moins 10, ça fait 0. Donc, nous avons une bobine idéale. Ça veut dire sa résistance, elle est négligeable. Question suivante. Question 4. Déterminer la valeur de L, c'est-à-dire l'inductance de la bobine. Donc, pour cela, on va utiliser la constante de temps. Donc, d'abord, on doit déterminer la constante de temps taux 1. De la courbe, comment on peut déterminer taux 1? Donc, graphiquement, il y a deux méthodes. Soit la tangente à t égale à 0, soit en pourcentage. Donc, on sait que t égale à taux 1 lorsque la valeur de IR égale à la valeur maximale fois 0,63, c'est-à-dire 63%. La valeur en régime permanent, c'est 10, multiplié par 0,63, c'est à connaître par cœur, ça fait 6,3. Et je reprends la courbe, voilà notre courbe. Vous n'avez pas la tangente dans l'exercice, ne tracez jamais la tangente le jour d'examen. Alors, si vous n'avez pas la tangente, essayez de trouver autre chose, mais ne tracez jamais la tangente. Alors ici, 6,3, ça fait 2, 4, 6, la moitié c'est 5, donc entre les deux, c'est à peu près ici. Si on fait la projection, c'est moins que la moitié. 6, ça fait 1,3, 1,4. Ben, je vais prendre 1,3, voilà. Ou bien on peut prendre 1,4, mais pas 1,5. Hein. C'est inférieur à 1,5. Moi, je prends 1,3, voilà, et j'utilise l'expression. C'est quoi ton 1? C'est L sur la résistance totale. Voilà, et on tire l'expression de l'inductance L, c'est-à-dire la constante de temps fois la résistance totale. Et on finit par l'application numérique. Taux 1, on a dit 1,3 fois 10 moins 3. La résistance, c'est 100. Petit r, vous pouvez s'en passer. Moi, exprès, je l'écris pour ne pas l'oublier. Mais puisqu'ici, ça vaut 0, donc si vous ne l'écrivez pas, c'est encore mieux. Donc, la valeur, c'est 0,13 Henri. Question suivante. Voilà la question suivante ici. Alors, quand le courant I atteint le régime permanent, on ouvre l'interrupteur K à un instant T pris comme origine du temps. Alors, quand on arrive au cours de cette première partie, lorsqu'on arrive au régime permanent, on va ouvrir l'interrupteur. C'est-à-dire, si on ouvre l'interrupteur, c'est-à-dire le courant il doit s'annuler, mais puisqu'on a un circuit de l'autre côté, le courant il va pas s'annuler, donc le courant il va s'annuler progressivement, la rupture ne sera pas instantanée, et qui fait ce retard, qui retarde la rupture du courant, on l'a déjà expliqué, c'est la bobine ou bien l'effet de l'inductance de la bobine. Alors puisque le courant il va passer de l'autre côté, et de l'autre côté vous avez la diode bien sûr, c'est ce que je vais écrire ici. Voilà, on observe la diode qui s'allume, puis elle s'éteint. Donc, je viens de l'expliquer rapidement. Voilà, donc le courant, il va passer dans l'autre sens. Donc, la diode, elle va laisser passer le courant et elle va s'allumer. Le courant, il va s'annuler après un certain moment. Donc, la diode, après un certain moment, elle va s'éteindre. Donc, on va prendre le schéma pour l'expliquer. Mais on voit la question suivante tout d'abord. Donc, la question suivante, établir l'équation différentielle que vérifie le courant qui passe dans la bobine.
Voilà. On a l'habitude, pour trouver l'équation différentielle, on utilise la loi d'additivité des tensions. Je reprends les circuits. Avant de répondre à cette question, je reviens à la question précédente. Au début, nous avons l'interrupteur fermé. Le courant, il passe dans cette région ici. Donc, le courant, il va augmenter jusqu'à la valeur maximale, IP. À un certain moment, on va ouvrir l'interrupteur. Le courant, il est à sa valeur maximale, il ne va pas s'annuler instantanément. C'est la diode, c'est la bobine qui retarde la rupture. Donc, le courant, il va passer de l'autre côté. D'accord? Donc, de l'autre côté, la bobine, elle devient dans le sens direct. Elle n'est pas dans le sens bloqué. Le courant, il va passer. Et si la diode est traversée par le courant, elle va s'allumer. Après un certain moment, le courant, il va s'annuler. Il va diminuer. Voilà, elle va diminuer progressivement. Et la diode, elle va s'annuler. On revient à la question 2.2. Quels sont les composants de notre circuit? Vous avez R1, vous avez la bobine, vous avez R2 et vous avez la diode. C'est écrit dans l'énoncé, la tension de la diode qu'on appelle la tension C, elle est négligeable par rapport aux autres tensions. Donc on aura seulement les trois, R1, R2 et la tension UL. C'est ce que je vais écrire. Voilà, UL plus UR1 plus UR2 égale à 0. Et on remplace les tensions par leur expression. RI plus L fois la dérivée, R plus R1I plus R2I. On a déjà montré que R égale à 0, donc vous pouvez ne pas l'écrire, mais moi, exprès, je l'écris pour ne pas l'oublier. Alors, on va factoriser par le courant, voilà, et on va diviser par la résistance totale. Et finalement, on trouve L sur la résistance totale. Ben, si vous n'écrivez pas R, c'est encore mieux, fois la dérivée du courant plus I égale à 0. Question suivante. Alors, 2.3. La solution de l'équation différentielle précédente est I égale à I0 exponentielle moins T sur taux 2. Donc, on va avoir une autre constante du temps, parce que la constante du temps, il dépend du circuit. Le circuit de l'établissement, il est différent du circuit de la rupture. Première question, déterminer la valeur du courant I0. I0 que vous avez dans la solution. Premièrement, il faut remarquer, voilà, vous avez votre équation. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsqu'on considère I à T égale à 0, remplacer T par 0, exponentielle 0, ça fait 1. Donc, ça va vous donner I0. Donc, c'est quoi I0? I0, c'est l'intensité du courant au début, à T égale à 0. Eh ben, c'est facile. Et quelle était la valeur de I0 au début? Le début de la deuxième partie, c'est la fin de la première partie. C'est-à-dire I, c'est égal à IP. D'accord? Donc, c'est à déduire. Donc, le début de la deuxième partie, c'est le courant que nous avons à la fin de la première partie, c'est-à-dire IP, et nous avons déjà calculé IP, ça fait 0,1. Alors, c'est pourquoi le courant du régime permanent, parfois, on va le noter I0, parce que le courant du régime permanent, il constitue le début du courant dans le cas de la rupture. Question suivante. Voilà, donc calculer la valeur de la constante de temps taux 2. Donc c'est la relation à connaître par cœur. Donc sachant que taux 2 égale à L sur R total, donc j'écris moi exprès, j'écris toujours la valeur de R, même si elle est nulle, et on fait l'application numérique. L, ça fait 0,13, 100 plus 100, après les calculs, ça fait 6,5, 10 moins 4. Je l'ai converti en millisecondes puisque je vais l'utiliser dans la question qui va venir. Ça fait à peu près 0,65 millisecondes. Dernière question. Calculer l'énergie dissipée par effet Joule à l'instant t égale à 1 milliseconde. Pourquoi il y a une énergie dissipée? Parce que au début, la bobine, elle emmagasine de l'énergie. Après un certain moment, le courant, il va s'annuler, c'est-à-dire la bobine, elle va perdre toute cette énergie. Alors, cette énergie, elle est perdue au niveau des résistances. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Mais nous, on veut savoir juste après voilà, 1 milliseconde. Donc, l'énergie dissipée par effet Joule est, logiquement, on a déjà fait cette idée. C'est quoi l'énergie perdue par effet Joule? Ben, il faut connaître combien nous avons la totalité de l'énergie emmagasinée au début par la bobine, moins l'énergie restante dans la bobine. Donc, ce que nous avons au début, moins ce qui reste dans la bobine, ben, cette différence, elle est perdue. Donc, ça exprime, ou bien ça
Voilà, c'est ça. Ça représente l'énergie perdue par effet Joule. On fait les calculs. C'est quoi l'énergie magnétique initiale par définition 1 demi L I0 initial au carré? Quelle est l'énergie magnétique encore emmagasinée par la bobine? C'est 1 demi L I au carré. Je remplace le courant par son expression. I0 exponentielle moins t sur τ2 au carré. On aura ici I0 au carré. On va factoriser. 1 demi L I0 au carré. 1 demi L I0 au carré. Ce qui va nous donner l'expression suivante. 1 demi L I0 au carré, facteur de 1 moins exponentielle moins 2 fois t sur τ2. Ou bien vous laissez votre expression comme ça. Vous n'êtes pas obligé de factoriser et vous passez à l'application numérique. Donc je viens de remplacer 1 demi, l'inductance L 0,13, le courant I0 0,1 au carré, facteur de 1 moins exponentielle moins 2. Le temps, ça fait 1 milliseconde. Et τ2, je vais la prendre aussi en millisecondes. Donc millisecondes en haut, millisecondes en bas, c'est simplifié. Après les calculs, on trouve à peu près 6,2 10-4 joules. Donc ça, c'est l'énergie perdue après 1 milliseconde. Voilà, j'espère que c'est clair. C'est toujours mieux de refaire l'exercice. Voilà, donc au prochain exercice. Bon courage et merci.